Ça y est, on est, sur Alors, la petite vérification. Voilà, nous sommes a priori en direct. Nous sommes connectés donc. Voilà. C'est un petit peu... Je vais mettre. Excusez-moi, j'ai toujours quelques minutes si nous sommes en direct avec la technique qui est pas forcément ce que je maîtrise le mieux. En tout cas, si vous êtes déjà arrivés, bonsoir à tous. Donc voilà, c'est bon, nous sommes en direct. Je viens de voir que c'est validé. Nous sommes ici. Alors, les commentaires, je maîtrise le mieux. On va mettre ça en marche. En tout cas, si vous êtes déjà arrivés, bonsoir à tous. Que je puisse apercevoir ce que vous avez à faire. Et bonsoir Christelle, bonsoir Robert. Donc Robert, tu vois, chez moi c'est inné, il faut toujours 2-3 minutes avant que le diesel mette en marche. Et là même au niveau technique, il y a Robert Petitmont parmi nous, notre cher Slasco. Déjà bienvenue à tous. Alors je laisse encore quelques instants à ce que les gens puissent nous rejoindre, de prendre le temps nécessaire. Mon ami Slavko est bien présent ce soir, frais et disponible. Il m'a même dit qu'il a mangé des légumes cet après-midi pour être en pleine forme ce soir. Non, c'est pas ça? Oui, c'est ça, exactement. Bonsoir, bonsoir Christelle, bonsoir Robert. Hein. C'est super, je suis content. Ah, il y a Virginie, ça y est. Ah, ça commence à arriver. Bonsoir Virginie, bonsoir Christelle. Voilà, Virginie, bonsoir. Christelle. C'est encore quelques instants. Salut Jeanne. Voilà, super. Bonsoir à vous. Eh ben, c'est super. Voilà, 21h, après manger. On va attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde pour pas avoir à répéter. Mais bon, c'est... Alors ça, je sais pas, Robert, les légumes bio, alors là, c'est une bonne question. Est-ce qu'ils étaient bio tes légumes, mon cher Autant que possible, oui. Autant que possible, oui. C'est vrai qu'avec le confinement, on prend un peu ce qu'on peut, quoi. Hein. Ah oui, et oui. Oui. Et puis déjà, parfois, même, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, il y a un écart. Ouais. Alors, parfois. Déjà, quand tu vas faire les courses, c'est une expédition. C'est déjà bio en soi. C'est déjà très bio. Exactement. Tu as déjà perdu au moins 10 kilos le temps d'arriver jusqu'au magasin, jusqu'à l'entrée du magasin. Bien souvent, tu fais la queue dehors. C'est clair, c'est très bactériologique. Ouais. Donc bonsoir à tous, je reviens sur... on va commencer gentiment. Salut Hélène, salut Françoise, salut Jackie, Daniel et Sylviane. Wow. Entre autres. Alors, confinement vôtre, comment c'est venu? Tout simplement parce que il y a une quinzaine de jours, finalement un petit peu au début du confinement, je me suis dit que ce confinement était un peu plus menteur que ce qui confinait. Dans le sens finalement où j'ai mis un certain sens en fait à y trouver une certaine introspection. Voilà. Et finalement, je me suis dit que c'était plutôt assez favorable parce que ce confinement, il permettait de prendre le temps de faire des choses, alors que ça soit finalement intra, c'est-à-dire personnel, ou que ça soit extra finalement en faisant des choses à l'extérieur, de faire des choses qui changent de l'ordinaire. Dans ce principe-là, je me suis dit que finalement, qu'est-ce qui est plus ordinaire que l'ordinaire? C'est de faire des personnes qui le sont un petit peu extraordinaires. Et ça a été le cas de mon invité de Philippe la semaine dernière. Et c'est aussi un petit peu le cas de Slavko ce soir, qui a un cursus, qui a une ligne de vie. Alors, je dirais, à chaque fois, je pose un petit peu ce mot qui est un petit peu provocateur, qui est atypique. Mais finalement, est-ce que ça l'est? Est-ce que ça l'est pas? Est-ce que finalement le côté atypique, il est vu juste de l'extérieur?
ou est-ce que le côté atypique, finalement, on s'en rend compte soi-même lorsqu'il y a des changements d'évolution ou des bouleversements, que ce soit personnel ou que ce soit professionnel. Donc ce soir, je vais laisser Slavko se présenter à sa manière. Donc un petit peu qui il est. Et dans un premier temps, en fait, déjà te remercier d'être là et d'être présent. Et dans un premier temps, de parler un petit peu, on va dire, allez, un peu boulot, un petit peu un parcours, ton parcours de vie. Eh bien, bonsoir à tous. Je suis content parce qu'apparemment il y a du monde et je vais tâcher de faire bien mon job. Donc, comme vous disait notre ami Laurent, confiné, oui, effectivement, je le suis. En un mot, je précise. Et effectivement, je m'appelle Slavko Banjavsik, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis arrivé en France vers l'âge de 5 ans avec ma mère. Je suis venu rejoindre mon père. Et donc, je suis marié, j'ai 4 enfants et 2 petits-enfants. Oui, je suis déjà grand-père 2 fois. Enfin bref, voilà. Donc, moi, je vais remercier mon ami Laurent de m'avoir Avec invité. plaisir. Voilà. Et effectivement, c'est un ancien élève à moi. Et c'est comme ça que nous nous sommes connus et c'est comme ça que notre amitié a pris naissance. Absolument. Laurent, la plupart du temps, quand son emploi du temps lui permet, donc pas de temps de ministre, il est mon assistant durant les cours d'hypnose. Alors, il n'en a peut-être pas l'air, mais c'est un bon, un sacré bonhomme. Je dis pas ça parce que tu es là. Bon, faut peut-être pas trop que je le dise non plus, parce que sinon tu vas avoir les chevilles qui vont enfler. Ouais, et puis, Il va falloir que je fasse gaffe à ça. moi, ça va, Enfin bref, voilà. Donc, moi, dans mes cours, il y a des assistants volontaires qui viennent. Voilà. C'est intéressant parce que être assistant, ça permet de faire une révision. Ça permet de voir les cours peut-être d'une autre manière parce que chaque session est différente. Je fais des mises à jour, je rajoute des choses et effectivement, c'est intéressant. D'autre part, l'assistant permet d'être un petit peu dans l'envers du décor. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, il va faire le tour des groupes, il va voir si tout se passe bien, il va leur donner des conseils s'il le juge utile, et il va pouvoir donc aussi quelquefois participer à certains exercices. Voilà. Bon, je ne vais pas. Après, il y a aussi la distribution des polycopiés, mais ça, ça c'est pas le plus dur, je pense, n'est-ce pas, mon ami Absolument. Et même si tu le permets, on y reviendra tout à l'heure un peu plus en précision, parce que c'est vrai que va peut-être pouvoir partager un petit peu des anecdotes de ton côté, peut-être aussi moi ce que j'ai vécu, parce que finalement l'avantage que j'ai eu, c'est que tout comme toi d'ailleurs, et on va l'aborder ce soir dans notre thématique, c'est que tu as eu l'occasion d'être élève, assistant et formateur, et que finalement c'est pas anodin, ces postes-là sont pas anodins en mon sens, de façon générale. Mais avant tout ça, avant de parler du pro, finalement, ce qui se passe un petit peu déjà aujourd'hui, c'est de revenir à ce qui se passait peut-être il y a allez, un demi-siècle. Comment tu es arrivé là finalement, quel temps, qu'est-ce qui s'est passé et un petit peu ton parcours finalement général, le tien. Alors, effectivement, je suis arrivé en France à l'âge de 5 ans. Nous habitions dans un entresol d'une grande maison. Et effectivement, je suis venu rejoindre mon père. Et voilà. Petite anecdote au passage. Avec ma mère, nous étions allés chez les propriétaires. Et il y avait une superbe télévision en noir et blanc à l'époque dans le salon. Et ma curiosité m'a amené à tourner autour du poste pour savoir par où les petits bonhommes rentraient dedans. Bon, ça a fait énormément rire les propriétaires, parce que bon, voilà, mais c'était rigolo. Moi, c'est vrai que je n'avais jamais vu auparavant. Voilà. Et puis donc, dans la maison où nous habitions, il y avait, c'était en instance comment on appelle ça, d'expropriation. Et bon, comme
j'avais pas beaucoup de jouets, j'allais jouer un petit peu dehors. Il y avait des maisons qui jouxtaient un petit peu à notre demeure, et c'était des maisons qui étaient déjà vides. Les occupants étaient déjà partis. Et moi j'allais avec, j'avais récupéré dans l'atelier de mon père, j'avais récupéré une pince universelle, un couteau et un tournevis. Non, un couteau, une pince. Qu'est-ce que j'avais aussi? J'avais un couteau et une pince. Après, Des outils. Voilà. Oui, oui, ça, j'avais un tournevis. Et donc, avec ça, je l'ai démonté. Démonté, il y avait plein de petites choses à démonter, des prises, des machins, des trucs sur les portes. Enfin bref, c'était un petit peu ce qui me venait à ce moment-là. Et puis un jour, je tombe en arrêt devant un boîtier. Il y avait un petit disque qui tournait tout doucement, mais il tournait. J'attendais que ce disque s'arrête parce que mon grand-père m'avait fabriqué une toupie. Mais je sais que quand je lançais la toupie, au bout d'un moment, elle s'arrêtait. Et puis là, ça ne s'arrêtait pas. Donc, avec ma curiosité et mon imaginaire, j'ai commencé à démonter le capot. Le capot du compteur électrique, en fait. Ouais. Je l'ai su après coup, mais je m'en souviens. Et donc, à un moment donné, quand j'ai saisi le disque, j'ai dû mettre les mains sur une partie sous tension et je me suis pris une belle décharge électrique. Effectivement, ça m'a fait comprendre qu'il fallait se méfier de l'électricité. Tu as fait connaissance avec un nouvel ami, quoi, invisible. Voilà, tout à fait. Voilà. Et cette décharge électrique, mais j'ai quand même cherché à comprendre parce que j'avais trouvé, en faisant quelques expérimentations plus tard, qu'il y avait certains matériaux qui ne conduisaient pas à l'électricité. Oui. C'est vrai que cette anecdote, au lieu de me dissuader, au contraire, elle m'a motivé dans l'électronique. C'est vrai que je me suis intéressé très tôt à l'électronique. Je bidouillais des postes de télévision, je bidouillais tout ce que je pouvais trouver. Je bidouillais. Un peu plus tard, quand j'ai grandi, quand j'ai bien grandi, je faisais des petits montages électroniques. J'apprenais un petit peu en autodidacte, un petit peu savoir ce qui se passait dans les transistors, les diodes, les résistances, tout ça. Enfin bref, c'était vraiment quelque chose dont je voulais faire mon métier. Et finalement, ça s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire que déjà à l'époque, tu te disais parafoudre, c'est peut-être plutôt bien. Oui. C'est vrai. D'intervenir pour lier la colère de l'électricité au sol et de la planifier, c'était déjà un peu ton truc, quoi, finalement. Ah oui, alors je sais pas si les décharges électriques ont réveillé quelque chose chez moi. Va savoir. C'est possible, qui sait, parce que j'en ai pris quelques-unes avant de comprendre comment faire gaffe et de pas me prendre des châtaignes. J'en ai pris quelques-unes avant, quoi. Enfin bref, peut-être que ça agit aussi sur mon mental, c'est possible. À une époque, tu te rappelles, par rapport au bouquin qu'on avait vu, à une époque, c'était finalement une grande passion de prendre des décharges électriques. Hein. À une époque pas si lointaine que ça. Hein. C'est vrai qu'il y en a certains, les pauvres, voilà, il y a eu des tests qui n'étaient pas sympas, hein, franchement, qui ne fonctionnaient pas, mais bon. Et toi, a priori, tu t'en es bien sorti, ça va. Ouais, je m'en suis bien sorti. Je m'en souviens. D'ailleurs, les décharges électriques, ça me rappelle, je vais y venir par rapport au premier métier que j'ai fait, parce qu'il y a eu une connerie au niveau de l'orientation professionnelle. Finalement, je me suis retrouvé à être mécanicien et plus tard électricien auto. Mais je me souviens en cours d'allumage, allumage carburation, on s'amusait à se prendre des charges électriques. Bon, c'est du courant qui n'a pas une intensité considérable, mais par contre, c'était 15-20 000 volts qui partaient. Donc, en fait, on mettait le doigt sur le fil de bougie. Et c'était des jeux à la con, hein, mais c'était des jeux qui laisseraient son doigt le plus longtemps. Pour moi, c'est vrai que j'avais de l'entraînement, donc ça allait, je gagnais tous les coups. Du coup. Mais bon. Oui, vas-y. Je t'en prie.
Mais voilà, oui, comme je disais, bon, moi, la mécanique et même l'électricité, bon, c'était un petit peu mieux, mais c'était pas du tout ce qui m'intéressait. Bon, je dirais même, pour être vraiment honnête, je cherchais quelque chose, mais je ne savais pas quoi. C'est terrible parce qu'en réalité, j'étais pas heureux dans ce que je faisais et je ne savais pas dans quoi je pourrais être heureux. Au niveau du boulot, j'entends, hein. Et c'est vrai que ça a été un sacré problème. D'ailleurs, je m'étais orienté à un moment donné sur les bouquins de développement personnel. Donc, j'en ai lu pas mal. Bon, difficile de dire si un bouquin va être bien ou pas quand on l'achète. Le titre est toujours sympa, mais après, est-ce qu'il va donner le résultat? On n'en sait rien. Finalement, j'étais un petit peu déçu. C'est vrai que je n'avais pas trouvé de solution grâce au bouquin. Donc, je me suis dit, bon, c'est un truc faut être accompagné par quelqu'un pour que ce soit plus simple. Et que, surtout, on puisse aller à l'essentiel. Voilà. Donc finalement, j'ai quitté la mécanique et l'électricité auto et j'ai fait plein de boulots différents. Plein de boulots différents, puisque j'étais un petit peu en recherche de ce quelque chose que je ne connaissais pas encore. Et plus tard, j'ai monté ma première boîte d'artisan, que j'ai gardé pas mal d'années. D'ailleurs, je me suis rendu compte que c'était dans mes périodes d'artisan que mes boîtes duraient le plus longtemps. Bon, mes emplois, généralement, au bout de 3 ans, j'avais fait le tour, j'allais voir ailleurs, mais bon, c'était comme ça. Et voilà, donc oui, j'ai fait essentiellement des carrières d'artisan. D'ailleurs, en 2008, j'ai monté ma dernière boîte, qui existe encore. Je travaille encore dedans. Et effectivement, alors je fais un petit retour arrière. Effectivement, à un moment donné, je travaillais dans une entreprise, j'étais contremaître, et m'était arrivé une petite mésaventure qui m'a obligé à me remettre en question. Et c'est comme ça que j'ai découvert le CERFA, et je me suis donc inscrit pour des cours de PNL. PNL, ça veut dire programmation neurolinguistique. C'est un outil de communication, déjà, très important, de coaching aussi. Ça peut servir aussi pour le coaching et pour d'autres choses. Mais bon, moi, en l'occurrence, ça m'a bien aidé en ce qui concerne la communication. D'autre part, j'y ai rencontré un prof super, Pierre. Je lui dois aussi, en partie, je pense, le fait d'être là. Enfin, je lui dois surtout pratiquement d'être là, puisque c'est grâce à lui que j'ai pu avoir connaissance de ce poste de formateur. Enfin bref, donc j'ai monté ma boîte en 2008 et j'ai repris mes vieilles habitudes. Donc bon, les 35 heures, c'était un mythe pour moi, c'était quelque chose que je ne pouvais pas faire au niveau de mon entreprise. Et donc j'ai fini par me remettre en question à nouveau. Puis, j'avais entendu. Excuse-moi, Slavko. Oui. Pour faire, si tu veux, un schéma linéaire qui soit plus simple de l'extérieur, tu as dit qu'en 2001, il s'est passé quelque chose où tu ressentais le fait, déjà depuis plusieurs années, que tu cherchais un chemin, que tu cherchais quelque chose au fond de toi. Tu as donc signalé tout à l'heure que tu as eu plusieurs jobs, plusieurs boulots qui, pour la plupart, finalement, ont juste été alimentaires, si j'ai bien compris. On peut dire ça, oui. Voilà, et qui ont permis juste de faire avancer un petit peu le schmilblick jusqu'à un moment donné où, dans les années 2000, d'après ce que nous avons vu ensemble, il y a eu un élément externe ou interne, je ne sais pas, qui fait qu'à un moment donné, tu as été recherché dans le développement personnel à la PNL. Ce déclencheur, alors je ne le connais pas, il me semble. Alors, je ne sais pas si tu souhaites le partager ou pas, ça t'appartient, mais par contre, ce qui m'intéresse, je pense, et ce qui peut intéresser les gens, c'est comment il s'est passé pour toi. Est-ce que c'est quelque chose, tu t'es réveillé le matin,
boum, tu dis non, mais là, il faut que je passe à autre chose. Est-ce que c'est une idée qui est apparue? Je sais pas, il y en a, ils diraient le Saint-Esprit. Ça peut être tout simplement un cheminement. Ça peut être nous, ce qu'on peut utiliser à ce moment-là, une systémique où on en a marre. Ça peut être un point d'ancrage. Qu'est-ce que c'est à un moment donné qui a été le déclencheur, s'il est assez précis pour pouvoir être nommé, pour pouvoir être expliqué? Qu'est-ce que ça peut être? Ça, dans le but de dire qu'aux personnes, c'est possible qu'à un moment donné, il y ait quelque chose qui se passe au sein d'une journée, au sein d'une semaine, au sein d'une année, peu importe, qui fait qu'à un moment donné, on hésite et pour autant, on aurait tendance, nous aurions tendance à aller quand même dans ce chemin un petit peu différent, aller rechercher un petit peu l'inconnu, le nouveau, comme si c'était l'appel de sa place. Qu'est-ce qui fait que toi, alors, à un moment donné, ça s'est présenté? Alors bon, sans rentrer dans le détail de la situation, j'étais contremaître dans une boîte et mon patron avait fait une petite évaluation du personnel et il m'a demandé, à ton avis, comment tes collègues te perçoivent. Et finalement, je pensais que mes collègues me percevaient bien, parce que c'était un petit peu l'impression que j'avais. Et puis en réalité, je me suis fait fracasser par tout le monde. Et là, je suis sorti de son bureau, j'ai été complètement assommé. D'accord. Et puis, effectivement, dans ce genre de situation, alors c'est une situation sur le moment que j'ai mal vécu, mais qui a été salutaire. Ça a été vraiment salutaire parce que au début, je me suis dit, bah, c'est tous des cons. Puis après, je me suis dit, ouais, mais c'est quand même tous. Alors, si c'est tous, c'est peut-être qu'il y a quelque chose dans ma façon de faire, dans ma façon de communiquer qui ne va pas. Et cette façon de communiquer, effectivement, il fallait que je travaille dessus. Parce que je ne ressentais pas du tout être le bonhomme qu'il décrivait. Il y avait un fossé entre ces deux façons de voir. Je ne me sentais pas du tout correspondre à ça. Effectivement, j'avais fait des recherches et je suis tombé sur le CERFA. Le CERFA m'avait donc permis de faire une formation de maître praticien en PNL avec Pierre, donc, qui est même devenu un ami. Et donc, ça m'a permis de donner une image de moi différente, enfin, la véritable image de moi, je dirais. Parce qu'en réalité, l'image que je montrais, c'était pas moi. C'est vrai que ça peut servir à d'autres personnes. Quelquefois, on a l'impression que tout est parfait, tout est bien. Et puis finalement, les gens ne nous perçoivent pas du tout comme ça. Et c'est bien de pouvoir s'en rendre compte, et c'est bien de pouvoir travailler sur soi pour essayer de cadrer le mieux possible avec ce que nous pensons être. Voilà. Ce que tu veux dire, c'est que pour amener des mots d'une manière différente, ce que tu veux dire, c'est que ce qui s'est passé pour toi, que finalement pourrait être associé à un rejet de l'autre ou des autres, tu as à un moment donné pris cette expérience. Alors c'est ce qu'on appelle nous le feedback finalement, mais c'est vrai qu'à l'époque, on peut dire que c'était inconnu parce que ce mot-là en PNL, il était aussi inconnu pour toi. Mais en tout cas, tu as utilisé l'expérience en la retournant de manière à ce qu'elle devienne positive. Oui, effectivement. De toute façon, il n'y avait pas 50 façons d'aborder la chose. Soit je considérais qu'effectivement c'était tous des cons et qu'ils n'ont rien compris. J'aurais continué sur cette ligne et ça aurait été cette entreprise comme n'importe quelle autre d'ailleurs. Ça se serait produit probablement ailleurs. Ça se produisait peut-être même avec mes clients, ça se produisait avec des gens que je côtoyais et qui avaient peut-être l'impression que Slavko c'était un bonhomme. Voilà, et puis, mais Slavko n'avait pas du tout conscience de la façon dont les gens le percevaient. Et ça, c'était important pour moi de remettre les choses à leur place. Et c'est vrai que c'est important, c'est un travail important, et je recommande d'ailleurs aux personnes qui pourraient se trouver dans des situations similaires, c'est de se remettre en question, de voir qu'est-ce qui se passe en moi, en soi, qu'est-ce qui fait que ma communication ne correspond pas à ce que je suis vraiment. Et c'est vrai que là-dessus, il y a énormément de choses à apprendre sur soi.
et surtout à améliorer la perception des autres que les autres ont de soi. Voilà. Effectivement, il faut rechercher, même dans des situations difficiles, dans des situations pénibles, il faut rechercher justement le positif, qu'est-ce que ça peut m'amener, qu'est-ce que j'aurais besoin de changer et qu'est-ce que ça pourrait m'amener ensuite. C'est important de le faire de cette manière. Enfin, selon moi, bien sûr. Et en plus, il y a la réponse dans ta phrase, parce que en PNL, à chaque fois qu'on entend le mot il faut, on a un petit processus derrière qui, la question automatique, c'est qu'est-ce qui se passerait si tu ne le faisais pas. Et c'est vrai que qu'est-ce qui se passerait si tu ne faisais pas le bon feedback, finalement, rien change. Voilà. Donc, si rien change, rien avance. Alors oui, ça peut être confortable, même si c'est inconfortable. Mais effectivement, le vrai feedback, c'est de se remettre en question et de se dire qu'est-ce qu'on peut, à ce moment-là, améliorer, comment on peut faire avancer les choses pour soi-même et pouvoir continuer à avancer de meilleure manière. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est vrai que nous pouvons rester immobiles et faire comme si de rien n'était, en étant sûr de nous, et puis finalement ne pas être touché par ce qui se passe à l'extérieur, en retournant toujours la faute sur les autres. Mais bon, c'est vrai que c'est pas constructif, selon moi, pour progresser dans la vie. Voilà. Effectivement, la PNL, c'est un bel outil de communication, c'est un bel outil aussi d'introspection, et ça permet d'y voir plus clair. Si tant est qu'on ait envie de le faire, bien sûr. Là-dessus, je voudrais rajouter quelque chose, c'est qu'au centre de formation au CERFPA, nous avons eu l'occasion d'avoir un super prof à l'époque qui était psychanalyste, et sa psychanalyse a amené du coup un point de vue plus large, peut-être plus intéressant. Et autant la PNL, elle peut être utilisée de différentes manières. Bon, elle est très utilisée dans le commerce, dans la communication initiale, dans le monde politique, évidemment. Mais aussi, c'est assez intéressant la manière dont enfin en tout cas, moi je l'ai vécu en tant qu'élève parce que j'ai eu Pierre comme professeur. C'est son savoir aussi faire en tant que psychanalyste qui amène une introspection. D'apprendre à se connaître, finalement, je crois que c'est le plus haut des succès de la PNL. Oui. Comme disait l'inscription sur le fronton de Delphes, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et je crois que c'était Aristote qui avait repris ça à son compte. Oui, c'est important de se connaître soi-même. Avant de connaître les autres, il faut déjà commencer par se connaître soi-même. C'est un préalable indispensable selon moi. Absolument. Ce chapitre, on va y revenir d'une manière différente après au niveau de la formation. Après le CERFA et la PNL, en tant qu'élève, tu es passé à IEPA et l'hypnose, avec aussi un excellent prof. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, comme je disais, hein, en 2008, j'ai remonté une boîte, j'ai travaillé énormément. Là, c'est pareil, j'ai eu des moments de fatigue, des moments difficiles, et il a fallu que je prenne en compte, que je me prenne en compte, que je fasse un petit peu attention à moi. Et je ne sais pas d'ailleurs de quelle manière c'est arrivé, peut-être même lors d'une discussion avec Pierre. Voilà, je me suis intéressé à l'hypnose ericksonienne. Et donc, c'est vrai que l'hypnose ericksonienne, c'était par rapport à la façon dont c'était abordé, ça me convenait bien. J'avais fait des recherches aussi à ce moment-là, et puis j'ai trouvé, je sais plus, certainement un ami qui m'a conseillé aussi, qui m'a dit à l'IEPA, ça se passe bien, il y a un bon prof, effectivement. Je me suis présenté et j'ai pu faire ma formation de praticien en hypnose ericksonienne. D'accord. Avec le professeur qui est Monsieur Chiab, qui est quelqu'un d'exceptionnel aussi, et je lui dois également d'être formateur. D'accord. Voilà. Donc en fait, donc j'ai fait cette formation. L'année suivante, j'étais assistant. Et c'est en étant assistant que j'ai découvert cette passion d'être formateur.
Effectivement, parce qu'il y a une autre position, c'est-à-dire que quand on est élève, c'est une chose, mais quand on est assistant, bien, même si on n'est pas prof, bien sûr, on a quand même on est là pour conseiller, on est là pour voir si tout se passe bien avec les élèves et avec les groupes. Et donc, finalement, on a un pseudo-rôle de formateur aussi. Et puis, ça m'avait plu. Il y avait eu quelques anecdotes intéressantes qui s'étaient produites et ça m'avait vraiment donné envie. Et je dois dire que je remercie Chiab pour m'avoir donné cette opportunité. Alors j'ai eu Monsieur Chiab au téléphone récemment. Justement, je voulais savoir s'il pouvait être avec nous ce soir. J'ai pas vu passer son nom. Hein. Je ne sais pas s'il a réussi à se connecter. Je sais pas. Il m'a posé une question. Mais il m'a dit, bah, tiens, si cette question, je n'arrive pas à te la poser moi sur Facebook, eh bien, tu peux en parler puisque voilà. Et il m'a dit, dans ton métier de formateur, comment tu perçois le plaisir? Donc effectivement, pour moi, je considère que le plaisir, que ce soit dans un métier de formateur ou d'autres métiers d'ailleurs, est quelque chose de très important. Je lui avais d'ailleurs dit, pour moi, la proportion, ce serait 70-30. 70% de plaisir, 30% de travail. D'accord. En fait, le plaisir dans le travail, ça modifie la perception que nous avons du travail. Et donc, effectivement, moi, dans mon enseignement, c'est ce que j'utilise énormément ça. Et effectivement, même si je suis exigeant dans le travail que je demande aux élèves, j'organise des moments de détente, des moments où ils peuvent faire autre chose, où ils peuvent se distraire, où il peut y avoir différentes petites histoires qui sont racontées, ou des choses pour lesquelles je fais participer les élèves aussi. Voilà. Donc, c'est pour moi le plaisir dans le travail quelque chose de très important. Cette notion de plaisir, oui, elle est importante. Et qu'est-ce que toi, dans ton expérience, je pense que ce qui est intéressant, c'est finalement de cumuler les expériences. On va revenir sur ton parcours actuel où tu es donc formateur en hypnose érectionnelle au CERFA. Et est-ce que le bon formateur, en tout cas peut-être chez toi, est-ce que ça vient du fait qu'il y a eu des étapes et des demi-étapes? Je vais m'exprimer de manière différente. Est-ce que le fait d'être un bon formateur, ça a été aussi peut-être pour toi de passer dans le rôle d'assistant ou pas? Alors bon formateur, je ne sais pas. Mes élèves pourront peut-être me le dire et l'exprimer. En tout cas, je fais de mon mieux. Je travaille énormément. Je prépare mes cours. Je prends beaucoup de temps pour préparer mes cours. Et c'est vrai que voilà, j'essaie d'être le meilleur formateur possible, évidemment. Je fais d'ailleurs des évaluations qui me permettent éventuellement de me rendre compte si les cours que j'ai transmis ont été bien perçus, ont été bien compris. Voilà, donc ça, c'est un petit peu ma façon de travailler. D'ailleurs, en parlant du job de formateur, si tu me le permets, je me souviens de ma première journée, de ma première session. C'était j'avais un stress énorme. Je transpirais, j'avais la bouche sèche, enfin bref, c'était vraiment horrible comme sensation. Donc je commence mon cours, c'était le samedi matin, et dans le courant de la matinée, il y a une élève qui me pose une question, et là je sèche. J'ai d'un seul coup mon stress qui bondit, voilà, et il n'y a pas un mot qui sort, plus rien. Ma collègue Anne, qui était en tant qu'observatrice dans ce cours, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient à mon secours et c'est elle qui répond à la question. Et donc, il se produit là quelque chose de terrible.
c'est que les élèves ne s'adressent plus à moi. C'est-à-dire, quand ils ont une question, ils s'adressent à elles. Quand je parle, ils ne me regardent pas, ils regardent elles. Je suis vraiment dans un état terrible. Hein. Midi arrive, je suis même en train de me poser la question, est-ce que je suis fait pour être formateur? Bon, c'est vrai aussi que c'était ma première. Hein. J'ai jamais été formateur avant, et donc il fallait bien commencer un jour. Il fallait bien que je me jette dans l'arène. Bon, je pars déjeuner tout seul. J'en profite d'ailleurs pour téléphoner à Pierre et à Chiab pour leur demander un petit peu conseil, parce que c'est vrai que cette situation, je ne savais pas exactement où est-ce que j'allais. Et donc, bon, ils m'ont dit d'abord, la première chose, c'est qu'il faut que tu reprennes confiance en toi. Bon, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire. Et ensuite, il faut que les élèves aient confiance en toi pour que la communication se rétablisse. Ils m'ont donné des conseils, alors je ne me souviens plus, aujourd'hui je dirais des conneries, je ne me souviens plus exactement des conseils qu'ils m'ont donnés, mais en tout cas ces conseils ont fonctionné puisque je suis toujours formateur et je prends énormément de plaisir à être formateur. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une période qui a été particulière et j'avoue que c'était quelque chose que je n'oublierai jamais. Voilà. C'est une belle expérience aussi, en tout cas. Moi, ce que je permets de préciser n'engage que moi, évidemment, à chaque fois. Et je crois que c'est une bonne expérience de comment dire, à ce que tout se passe pas forcément bien parfaitement. Ça remet aussi, et je le vois en cabinet, hein, je le vois aussi en thérapie, c'est important d'avoir très souvent des feedbacks parce que ça remet en question sa propre pratique, ça l'affine, ça la peaufine. Ça la rend meilleure, ça peut la rendre plus vivante aussi, et puis l'adapter finalement, presque d'année en année. Je sais que pour avoir eu l'occasion d'être ton assistant plusieurs fois, il y a un travail de fond que tu effectues en permanence tout au long de l'année, qui est avec une remise en question de comment tu peux améliorer les choses, comment tu peux optimiser les choses, et surtout ce qui est important pour toi, c'est oui, la passion de transmettre, mais aussi la simplicité de l'explication de l'information. C'est-à-dire que de faire passer le message le plus simplement possible pour que dans ce temps théorique en fait, de formation en présentiel, il soit enregistré. Voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que c'est des sessions intenses, hein, puisque je demande beaucoup aux élèves. C'est vrai que je mets une pression quand même assez considérable. Je les oblige un petit peu à sortir de leur zone de confort. Ouais. C'est voulu d'ailleurs, hein, parce que je considère que c'est en mettant les mains dans le cambouis qu'on apprend, quoi. Hein. Donc c'est vrai que ça demande des efforts, ça demande de l'investissement. Je prépare mes cours effectivement tout au long de l'année. Quelquefois, je me rends compte que entre ce que j'ai eu comme enseignement et l'évolution des connaissances qui se font, eh bien, il y a peut-être des choses qui ont changé, qui sont un petit peu différentes. Donc, ça me permet aussi, moi, de remettre mes cours au goût du jour en faisant ces corrections. Après, c'est vrai que je réfléchis aux exercices aussi, faire en sorte qu'ils soient les plus formateurs possibles. Et voilà, donc c'est tout un processus de travail, c'est-à-dire que je dirais que il n'y a pas de moment où je dis tiens là maintenant je vais travailler sur mes cours, voilà, mais c'est tout le long de l'année. Des fois je découvre des choses. C'est vrai que Facebook est aussi une source de renseignements qui peut être intéressante, des choses où nous pouvons apprendre aussi des autres. Et c'est important de le capter, c'est important aussi de le confronter à ce que nous savons et qui n'est pas forcément on n'est pas forcément dans le juste. On peut commettre des erreurs, on peut dire des choses, puis finalement, l'évolution, l'étude aujourd'hui avec tous les moyens techniques qu'il y a, nous pouvons savoir beaucoup plus de choses de ce qui se passe dans notre cerveau qu'à une époque. Donc c'est vrai qu'il faut en tenir compte.
J'ai mis la petite photo là de Milton Erickson qui disait, alors c'est faire un parallèle, mais c'est aussi pas le faire, et en même temps, je pense que c'est possible de le faire. Ce qui laisse le choix, mon cher Sako, hein, il y a 3 possibilités. Donc, un objectif, donc, un objectif voilà, sans date et juste un rêve. Finalement, qu'est-ce que ça évoque pour toi, ça? J'ai pas bien compris ce que tu voulais, ce que tu attends de moi. Un objectif sans date et juste un rêve. Quand tu entends ça, finalement, à quoi tu peux penser, toi, par rapport à ton parcours? Bien, tu vois, Laurent, bon, moi j'ai quand même un certain âge. Je suis à la retraite depuis octobre 2019. Retraite active, bien sûr, c'est comme ça que je l'entends. Mon rêve, c'est de pouvoir poursuivre mon job de formateur le plus longtemps possible, de le faire convenablement pour que les élèves auxquels je transmets ce que je sais leur soit profitable. Voilà, et que ça se passe effectivement dans une très bonne ambiance. Hein, c'est ce qui est le cas d'ailleurs jusqu'à présent. Il n'y a pas de raison que ça change. Bien sûr. Et voilà, donc oui, mon rêve, pouvoir faire cette activité le plus longtemps possible. Voilà, c'est comme ça. Développer, si je peux, effectivement, développer la partie formation, ça m'intéresse. Créer des modules comme par exemple les phobies, les peurs phobiques. La régulation émotionnelle, ça va d'ailleurs un petit peu ensemble. Hein. Travailler aussi sur la gestion des douleurs, ça peut être intéressant. Alors, je reviens un peu sur les problèmes phobiques et les peurs phobiques. D'une certaine manière, ce que j'ai vécu, moi, ma première journée de formation, c'était oui, une peur panique. Hein. C'est quelque chose de terrible. Et ça m'a incité effectivement à travailler là-dessus. C'est important. Ça peut servir au commun des gens. Il y a une réunion entre collègues, où on va parler devant des gens qui peuvent pas forcément être des gens connus. Hein. C'est surtout cette peur de parler devant du monde peut se concrétiser de différentes manières. Ça peut être des collègues, ça peut être des personnalités, ça peut être du public tout simplement. Et effectivement, c'est comment gérer ses propres émotions pour pouvoir le faire dans les meilleures conditions possibles. Je dis pas que il y a pas de stress, il y a un peu de stress, il y a un peu. Moi, voilà. Alors aujourd'hui, je dirais que le premier jour, j'ai peut-être 1 heure de stress parce que j'ai devant moi un certain nombre d'élèves que je ne connais pas encore. Je ne sais même pas encore d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font comme métier, qu'est-ce qu'ils veulent faire de l'hypnose. Toutes ces questions, ils vont essayer d'y répondre un petit peu. Et c'est vrai que la première heure, j'ai un petit peu de stress. Mais le stress, je dirais, à un petit niveau, c'est pas un problème. On le gère très facilement. En revanche, c'est quand il atteint un certain seuil où là, ça devient compliqué parce que dans notre cerveau, c'est la page blanche, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et en plus, plus on se dit merde, il n'y a plus rien, et plus c'est difficile à vivre. Voilà. Absolument. C'est de sacrées expériences quand même, parce que je pense que c'est important de passer finalement un petit peu dans ça. Voilà, cette notion de stress, on va pas se mentir, qui l'a pas, quoi. Je sais pas. Sais pas que, attention, je généralise là, évidemment, bien sûr, je généralise. Mais finalement, c'est un bon stress. Voilà, c'est le stress du nouveau. Même si le contenu, tu le connais, bien sûr, ta formation, tu la connais. Voilà, c'est 15 ou 20 nouvelles personnes au CERFA à chaque fois qui sont dans le groupe. Donc, c'est beaucoup de monde. C'est aussi des personnes qui sont de différents univers, différents milieux, différentes personnalités, évidemment. Donc, oui, tout est normal. Voilà. Finalement, tout est normal. Et ça se passe plutôt bien. Il y a quelque chose qui est intéressant aussi chez toi dans ta façon de faire, c'est que tu alternes entre théorie, entre pratique et moments humoristiques. Tu fais même des séances de groupe, voilà, d'hypnose de groupe, de relaxation.
Je sais que tu as gardé aussi le meilleur de tes formateurs initiaux, si je me trompe, tu me le dis, hein, bien évidemment, qui est le moment du matin, de garder un moment le matin pour prendre un petit quart d'heure, 20 minutes, pour que le groupe apprenne à se connaître avec des choses positives. C'est pas anodin tout ça. Oui, bien sûr, c'est dans les livres. Oui, bien sûr, on dit que c'est ce genre de choses qu'il faut pas. Pour autant, tu le fais, ça fonctionne. Et ça engage tout un processus de proximité, de lien entre élèves et de lien entre élèves et toi, quoi. Ouais. Oui, effectivement. L'objectif dans chacune de mes formations, c'est de faire en sorte que les élèves soient potes assez rapidement, pour qu'ils se connaissent, pour que. Ce qui est important, c'est que d'une certaine manière, quand ils vont travailler, l'important, et ça je leur dis et j'insiste là-dessus, c'est qu'ils travaillent sur des difficultés réelles, pas des choses. Parce que si c'est fictif, le résultat, il n'y en aura pas. Ce sera aussi un résultat fictif. Ce qui est important, c'est de travailler sur quelque chose de réel, quelque chose qui les concerne réellement. Et à ce moment-là, il y a des changements qui se produisent. Mais ils peuvent se produire qu'à cette condition, c'est qu'il y ait la confiance. La personne avec laquelle l'élève va travailler, elle doit avoir confiance en elle. Ce qui veut dire aussi qu'il y a une notion de confidentialité dans ce qui est échangé. Mais c'est aussi les moments de convivialité le matin, quand je les réunis par groupe de 7 ou 8, c'est justement qu'ils échangent. Et à chaque fois, il y a un thème. Il y a un thème qui est proposé. Ce thème leur permet effectivement de livrer un petit peu ce qu'ils ont en eux. Et aussi, d'une certaine manière, parce que je sais qu'au bout d'un certain moment, ça part aussi un petit peu en bavardage, mais j'espère que les futurs élèves n'entendront pas trop, mais ce bavardage est productif, parce qu'en réalité, c'est comme ça que vont se créer des amitiés, c'est comme ça que vont se créer justement des choses intéressantes pour la suite du cours, et même après. Et même après, parce qu'en réalité, ce sont des gens qui vont continuer à communiquer bien après les formations. Voilà. Voilà mon petit Laurent. Effectivement, alors ces formations, enfin, ces groupes que je fais, ces échanges de groupes que je fais en début de cours, sont faits pour ça. Ils sont faits justement pour améliorer l'osmose et qu'il y ait réellement une bonne entente entre les élèves. Et tout le reste, d'ailleurs, fonctionne très bien, en partie grâce à ça. Il y a aussi, je dois dire, j'ai de la chance d'avoir de bons élèves, des élèves super sympas. Voilà. Oui. Voilà. Ouais. Est-ce que pour la partie formation, tu as des axes de prévus Tu disais tout à l'heure, tu disais un peu la phobie, la gestion de la douleur. Est-ce que tu as des axes que tu pourrais énumérer là éventuellement? Alors des axes de pratique, parce que moi j'aimerais souligner que souvent dans les formations c'est pas théorique, hein, c'est de la pratique présentielle, parce que c'est de la pratique. C'est vrai que ça demande de la pratique, l'hypnose. La PNL, j'en parle même pas, parce que c'est beaucoup plus que de la pratique, c'est au quotidien. Tu sais que je voulais en venir, j'ai perdu mon fil. Oui, donc du coup, toi, ton fil à toi, conducteur de formation, c'est quoi ton fil futur? Comme je l'ai déjà évoqué, donc effectivement, c'est de voir comment je pourrais développer un petit peu mon job de formateur, parce qu'en réalité, pour en vivre, c'est même pas la peine, hein. J'ai 2 sessions par an, c'est vraiment peu. Ce serait d'en avoir un petit peu plus. Alors, il faut que je voie un petit peu. Alors, c'est vrai qu'en créant des modules, ça peut être intéressant pour certaines personnes, même d'anciens élèves qui sont déjà passés par moi et pour lesquels je pourrais apporter des compléments de formation intéressants. Si tant est que ces modules les intéressent, bien sûr. Ensuite, effectivement, travailler sur des programmes qui peuvent éventuellement être présentés en entreprise. La communication en entreprise, justement, je suis passé par là, donc je sais qu'il y a des choses à faire, il y a des choses intéressantes à faire, et quelquefois, il y a des entreprises où il peut y avoir des conflits, des problèmes
qui peuvent être réglés justement en améliorant cette communication, en faisant en sorte que les gens se connaissent peut-être beaucoup mieux et finalement se rendre compte que on a quelquefois tendance à rester sur des présupposés. On suppose que telle ou telle personne est comme ci ou comme ça. En réalité, on ne le sait pas. On en a, c'est juste une impression, Et souvent, il faut bien savoir que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Quelquefois, si on ne creuse pas, on reste sur notre impression. Et cette impression peut être vraiment contre-productive. Voilà. Donc voilà, effectivement, dans les différents axes d'études, c'est ça. Ensuite, il y a aussi au niveau des consultations, parce que ça, il faut y penser aussi. Les consultations privées, ce sont des gens qui viennent avec des difficultés. Alors, les difficultés, bien souvent, quand on travaille, alors, ce serait présomptueux de dire il faut une séance, il faut 2 séances, il faut 5 séances, j'en sais rien. Voilà, ce serait présomptueux déjà de dire à l'avance combien il en faudrait. Ce qui est important, c'est d'avoir un point de mire précis, c'est de dire je vais pouvoir aider cette personne pour qu'elle puisse se débarrasser de sa difficulté. Ça peut être une difficulté, ça peut être une addiction, ça peut être tout ce que l'hypnose peut les champs d'intervention de l'hypnose sont importants. Bien que, il faut savoir que nous, praticiens, on ne soigne rien, on ne prescrit rien. Donc et en plus, on ne change personne. C'est la personne qui a en elle toutes les ressources dont elle a besoin pour changer. C'est ça qui est important. Et souvent, c'est des ressources qu'elle ignore absolument avoir. Ça, c'est important. Et donc, pour revenir aux consultations, effectivement, c'est de mettre peut-être en place un dispositif de suivi. C'est-à-dire que rien n'empêche de se passer un petit coup de fil 3 mois après, 6 mois après, 1 an après, pour savoir un petit peu. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que la vie n'est pas statique. Ce qui est vrai aujourd'hui ne sera peut-être pas vrai demain. Absolument. Donc, une difficulté qu'on a réglée aujourd'hui peut réapparaître sous une autre forme demain. Alors, bien sûr, on peut considérer que peut-être il y a eu des choses qui ont été zappées, mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas des magiciens, on n'est pas Dieu. D'ailleurs, ce serait extrêmement dangereux de se prendre pour Dieu, parce qu'il y a des gens qui ont cette tendance, avec un ego surdimensionné, on peut partir des fois dans des trucs, voilà. Il faut rester humble, il faut savoir que notre capacité d'aider l'autre, il n'y a que notre capacité à aider qui est importante. Et cette aide, ensuite, la personne, elle va rechercher ses ressources en elle. On ne fait pas des solutions clés en main, c'est-à-dire qu'en fait, la personne ne repart pas avec son petit mot en disant voilà, ça y est, j'ai ma petite recette et mon problème est réglé. Non, il y a une réflexion, il y a un travail inconscient qui va se produire. Ce travail inconscient va permettre à la personne justement de découvrir toutes ces potentialités qu'elle ignorait avoir et qui vont lui permettre de résoudre sa difficulté. Voilà, donc c'est un petit peu dans ce sens que je compte aller. Il y a Hélène qui disait qu'elle aimerait se sentir mal pour faire une séance d'hypno avec toi. Je pense que rien ne t'en empêche, même quand ça va bien. Je sais que moi-même, je pratique l'auto-hypnose, même quand ça va bien. Donc oui, c'est possible. Fais-toi plaisir, évidemment. Jeanne posait aussi quelque chose d'intéressant que je trouve, parce que je l'entends. C'est un discours qui m'arrive d'entendre, qui est que sans votre aide, nous n'aurions pas les clés. Je pense que quelque part, en fait, ce que tu dis, c'est ce qu'on peut appeler la définition de ce qu'est notre métier initial. En tout cas, je vais encore une fois parler pour moi parce que j'incrimine et jamais les autres avec mes discours. C'est la définition de l'accompagnement. Mon job, c'est d'accompagner les personnes et c'est finalement la définition, c'est de vous aider à vous trouver vos clés. Slavko parlait évidemment de ressources tout à l'heure. C'est le vocabulaire spécialisé de l'hypnose donc qui est mis là. Mais oui, c'est ça, c'est vos expériences de vie, c'est vos savoir-faire en fait. Je crois que notre job, c'est de vous accompagner, oui, effectivement. Qu'est-ce que tu en penses, toi ?
Ah oui, tout à fait, on est là pour accompagner, pour permettre à la personne elle fera un petit bout de chemin avec nous, mais ensuite, elle décidera d'aller là où elle veut aller vraiment, elle, quand elle aura trouvé son chemin. Mm. Euh, voilà, c'est vrai que les solutions, il faut que ce soit des solutions qui viennent de la personne elle-même. On Mm. est peut-être juste là pour leur permettre de dire, ben tiens, regarde plutôt à tel endroit ou à tel endroit. Mm. Ça me rappelle une anecdote. J'ai un copain d'enfance avec qui je discutais il y a quelques temps de cela, Mm. et qui me dit, mais tu sais, Sarko, dans ton métier d'artisan, Mm. tu fais tu fais la même chose en hypnose. Eh oui. Dans ton métier d'artisan, tu fais en sorte que les portes s'ouvrent et qu'elles se ferment. Eh Mm. bien, en hypnose, tu fais exactement la même chose. Mm. Et c'est vrai que, bon, en fait, l'hypnose, c'est rentrer dans un appartement, Mm. ouvrir des portes, changer les meubles de place, Mm. et ensuite s'en aller sans rien modifier et sans rien emporter. Donc en réalité, voilà, tout reste, tout ce qui est déjà dans cet appartement va rester. Mais si par contre, les choses ont été arrangées différemment. Et c'est un petit peu ce qui va se passer en hypnose. C'est-à-dire que chez la personne, il va y avoir des changements qui vont se produire au niveau inconscient. Ces changements vont lui permettre de mettre en place des solutions, Mm. et ces solutions vont l'aider ensuite dans sa vie de tous les jours. Mm. Voilà, c'est un petit peu le principe. Sachant que euh, Que. nous avons des croyances, Mm. et ces croyances peuvent être contre-productives. Mm. Quelqu'un qui dit je suis nul, je n'arriverai jamais à rien, etc. Il n'y a pas de problème, hein, il aura raison. Hein. De ce côté-là, il aura raison. Mais par contre, ce qui est important, quand je dis raison, il n'aura pas raison de penser comme ça, mais Mm. dans sa façon de voir, ça va se concrétiser exactement comme il le dit. Mm. D'ailleurs, quelqu'un qui a des croyances, il va tout faire pour prouver qu'elles sont vraies. Et il Mm. va faire en sorte que ces croyances-là Mm. se concrétisent dans sa vie. Mm. Et ce qui est intéressant, quelquefois, c'est simplement de donner à la personne une autre vision. Une autre vision, et d'une certaine manière, mettre cette croyance en difficulté. Une Mm. fois que cette croyance est en difficulté, il y a un travail qui va se produire. Moi, je sais que quelquefois, bon, pour les profanes, l'anamnèse, c'est tout le questionnement qui va être fait quand on reçoit la personne. Ce questionnement permet de mieux connaître la personne, de connaître un petit peu euh, le, le, le mécanisme de sa difficulté, parce qu'il n'y a qu'en comprenant ce qui se passe chez elle que l'on peut l'aider. Mm. Euh, enfin, à part certaines techniques un peu particulières, on n'est pas forcément obligé de tout savoir, mais disons que la plupart du temps, l'analyse est là pour ça, et pour permettre au praticien de mieux connaître son client. Et, Mm. donc, quelquefois, simplement par un bon recadrage, eh bien, nous pouvons avoir un résultat Mm. où la séance d'hypnose ne s'élèvera peut-être même pas d'ailleurs. Il suffit que le doute soit rentré dans l'esprit de la personne pour que ce doute soit profitable. Alors, je voudrais traduire Changement. quand même, excuse-moi, parce que tout le monde n'est pas professionnel dans ce milieu-là. Et ce qu'on appelle un recadrage, c'est finalement c'est rebondir face à un mot, une phrase, une situation d'un client ou d'une cliente, c'est rebondir en l'amenant bien souvent avec un point de vue différent. Voilà. Qui fait que du coup l'expérience devient différente, même si pour autant c'est toujours la même. Sa perception ou son point de vue étant décalé, étant plus en hauteur, sur les côtés, latéral, ou la perception en fait de ce qui se passe, en changeant le point de vue de l'expérience, on change l'expérience. Tout en là, alors que c'est finalement toujours la même. Voilà. C'est un peu la définition de le recadrage, je vais essayer d'imager un petit peu rapidement. C'est juste, je me permets de préciser parce que nous employons souvent des mots qui sont assez spécialisés. Donc, nous comprenons. En outre, c'est vrai que du côté externe, c'est moins forcément évident à comprendre, quoi. Donc, je te laisse poursuivre, Slavko. Excuse-moi.
Oui, oui, je t'en prie, Laurent. Effectivement, tu as raison. C'est vrai que nous parlons un vocabulaire qui est dédié à l'hypnose et qui n'est pas forcément compris par le profane. De même que l'hypnose, il y a beaucoup de questions qui se posent au niveau de l'hypnose. Les gens, il y a des peurs, il y a des croyances, là encore, effectivement, qui font que certaines personnes hésitent à venir voir un hypnotiseur en se disant qu'est-ce qu'il va me faire, est-ce qu'il va rentrer dans mon cerveau. D'ailleurs, quand on me demande est-ce que vous allez rentrer dans mon cerveau, je dis vous inquiétez pas, j'ai suffisamment de bordel dans la mienne, je ne vais pas venir voir ce qui se passe dans la vôtre. Donc, voilà, donc c'est ce qui fait qu'effectivement, nous rentrons dans le cerveau de personne. L'état d'hypnose est un état naturel. C'est un état naturel, c'est un état que nous connaissons tous les jours. Hein, si vous lisez un bouquin et puis que vous êtes absorbé par l'histoire, si vous regardez un film à la télé qui vous plaît, il y a aussi des situations où, où ça peut être peut-être un peu dangereux, mais bon, on le fait aussi. Quand on se déplace, quand on prend notre voiture, qu'on va d'un point A à un point B, eh bien, il arrive que quelquefois, entre les deux, eh bien, il y a une partie de la route où on ne se souvient plus de rien. Ben, en fait, on était en état d'hypnose. Hein, on était alors notre esprit s'est baladé un petit peu dans différentes directions. On sait quelquefois même pas à quoi on a pensé. Mais en fait, oui, on a des moments où ça se passe comme ça. Ça peut être aussi écouter quelqu'un et que ce que la personne dit me plaît. À ce moment-là, effectivement, je vais être focalisé sur ce qu'elle me dit et cette focalisation va faire en sorte d'ailleurs que les bruits externes qu'il peut y avoir, je les entends plus. Il faudra venir insister, il faudra me demander plusieurs fois de sortir finalement de cet état pour que j'entende ce qu'on veut me demander. Voilà, donc c'est important d'expliquer que le phénomène hypnotique, la transe, c'est quelque chose. Ah, on a perdu notre ami qui disait que la transe hypnotique était quelque chose d'assez courant. Donc oui, je vais vous faire patienter. Si vous avez des questions aussi, en profiter pour pouvoir les noter. Je voudrais en même temps, le temps que notre ami réapparaisse dans la lumière, vous expliquer un petit peu les photos là, qui défilaient tout à l'heure. C'est vrai que bon, j'ai mis un moteur là parce que c'était un petit peu un des métiers que Slavko a fait. Ensuite, un petit peu électricien, le portail. Et ce qui est assez étonnant, c'est que quand je les ai mises, en fait, je me suis dit à peu près, enfin beaucoup de choses en tout cas. Rejoint la PNL, rejoint l'hypnose, finalement. Quand on regarde un petit peu, en fait la mécanique. Hop, attendez, voilà. Oui, parfaitement. Je suis en train de. J'ai pris le relais. J'ai un écho dingue là. Ouais. Je cache mon Slavko, mais j'ai quand même des écouteurs en attendant qu'il règle son écho. Là, le moteur, finalement, c'est aussi une métaphore du cerveau. On peut regarder une connectique où chaque module du moteur a aussi un fonctionnement comme une partie du cerveau a son fonctionnement, qui soit primaire, qui soit de la réflexion, qui soit du souvenir. Enfin, moi, je trouve ça assez intéressant, finalement, ces parallèles à l'électricité. Finalement, le cerveau aussi est basé sur l'électricité. Ce sont les connexions de neurones qui sont électriques. C'est quand même pas anodin, c'est que des câbles, infiniment petits, mais ce sont que des câbles dont on ignore tout le mystère. Hein. Et puis, j'avais mis la photo de portail parce que au niveau de l'artisan, c'est ce qu'aujourd'hui il fait. Mais je trouvais ça assez intéressant sur le symbole finalement du portail. Bien souvent en consultation, je me retrouve avec des personnes qui se retrouvent face à ce portail-là et qui, dans la plupart du temps, demandent à avoir des outils pour pouvoir ouvrir et à pouvoir passer de l'autre côté de la barrière. Finalement, quand j'ai mis les photos
l'une après l'autre, qui sont le retour en fait des métiers que Slavko a eu, je me suis dit, mais finalement, comme c'est intéressant. La mécanique, chaque pièce a son rôle. L'électronique, liée au cerveau, liée à l'électricité, liée au fil, infiniment petit, aux neurones. Et puis cette barrière, cette photo que je trouve assez symbolique, c'est rien, c'est un portail, parmi tant d'autres. Finalement, le thérapeute que nous pouvons être, c'est vous accompagner à trouver la solution pour que ce portail existe toujours, mais que vous puissiez l'ouvrir, que vous puissiez aller de l'autre côté, là peut-être la forêt derrière, quoi, qui est peut-être plus agréable pour vous. C'est nos compétences, ce sont nos savoir-faire, et c'est notre rôle d'accompagnement. Et je pense qu'il est important de prendre en compte le fait que vous seul pouvez l'ouvrir ce portail parce qu'en fait c'est votre portail. Voilà. Et que nous sommes juste là peut-être pour vous dire que peut-être en poussant là ou en regardant un petit peu là ou en mettant un peu plus d'électricité sur le bâton de droite ou le bâton de gauche, elles vont peut-être s'ouvrir en même temps ou peut-être pas, elles vont aussi peut-être être décalées, mais tout en prenant le temps de s'ouvrir. Et ce qui est important, c'est aussi de prendre le temps, de se donner l'autorisation de pouvoir ouvrir un portail pour pouvoir enfin avancer, quoi. C'est un petit peu métaphorique, Slavko, pendant que tu revenais parmi nous. C'est vrai que les photos, je les ai prises par rapport à tes métiers initiaux. Euh, et quand je les ai mis, je trouvais qu'il y avait un parallèle qui était assez intéressant sur la conception de notre métier et finalement ce qu'on en faisait, quoi. Voilà. Alors, tu m'entends? Oui. Ah bon, ok. Effectivement, bon, j'ai pas tout entendu parce que j'étais affairé à faire repartir mon système parce qu'apparemment, comme je te l'ai dit, hein, j'ai eu quelques petits soucis informatiques entre hier et aujourd'hui. Bon, j'espérais avoir tout réglé, mais apparemment, il y a encore des petites choses qui coincent. Euh, oui, la comparaison entre le portail automatique, effectivement, qu'a fait mon ami et que tu as fait aussi. D'une certaine manière, oui, c'est une comparaison qui peut se voir et qui peut se comprendre. Effectivement, la mécanique, là on parle de mécanique, de technologie, de choses qui font partie de notre quotidien, mais il y a aussi notre propre mécanique interne qui est bien différente que nous ne connaissons pas encore dans tous ces détails, et loin s'en faut. C'est effectivement notre travail, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe, de comprendre. Et d'ailleurs, si c'est à cette condition que nous allons pouvoir aider la personne. Si nous ne comprenons pas, on peut aller dans n'importe quelle direction. Et puis, bon, en dehors du facteur chance qui peut faire que ça colle, mais sinon, c'est important de savoir ce que l'on fait. C'est important d'être conscient que l'accompagnement, c'est pas c'est pas la boule de cristal. On n'est pas là pour deviner ce qui se passe. On est là pour travailler avec les personnes qui viennent nous voir, les écouter. C'est vrai que quand on est thérapeute, eh bien, le minimum, c'est d'aimer le genre humain, d'être attentif à ce que les gens nous disent. Euh, et, euh, et effectivement, c'est tout un travail, c'est une gymnastique à avoir. Ensuite, pour l'aider, eh bien, il y a différentes solutions. Il y a tout ce qui est suggestion. Il y a les histoires, les contes, les métaphores, tout ça. Ce sont des choses qui se font en fonction de la problématique que la personne nous présente. Il ne s'agit pas de raconter n'importe quelle histoire. Il ne s'agit pas de raconter n'importe quel conte. Ça doit se construire. Ça doit se construire avec une certaine ressemblance, je dirais, sans rentrer dans des termes techniques complexes, pour que l'inconscient de la personne, il trouve son compte, il trouve un petit peu une logique qui va lui permettre de trouver ses propres solutions. Voilà, donc tout ça, c'est tout un travail, c'est de l'entraînement, c'est pour ça que être praticien, c'est beaucoup travailler, c'est accepter de se tromper. Mais par contre, ce qui est important, quand se tromper, c'est une chose, mais c'est en retirer aussi une leçon, comprendre ce qui s'est passé. C'est important de dire, bon,
une fois que nous avons compris éventuellement l'écueil, eh bien, nous pouvons trouver aussi des solutions pour que par la suite, ça se passe bien. Voilà, Laurent, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question. Comme je t'ai dit, il y a une partie de ce que tu as dit que je n'ai pas eu. Donc, voilà. Tu me dis s'il y a des choses auxquelles j'ai pas répondu. De toute façon, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises questions, comme il n'y a pas de bonnes et de mauvaises réponses. C'est vrai que je partais, moi j'aime bien de temps en temps m'évader, on va dire, et y trouver au sein de la journée, ça m'arrive régulièrement de trouver des métaphores symboliques. Voilà. Oui. Donc c'est vrai que quand tu t'es déconnecté, ça faisait un petit moment que je voulais expliquer les photos que je faisais passer sur le côté, qui n'avaient pas forcément peut-être un sens pour les spectateurs, mais en tout cas pour moi on avait un, et d'autant plus que dans l'aspect symbolique finalement que ça représente, j'aime ce concept-là du symbole qui laisse aller à l'évasion, et qui en même temps permet aux gens d'y greffer bien souvent dans le symbole beaucoup de valeurs et beaucoup de croyances. Et je trouve ça assez intéressant. Voilà. Oui, effectivement. Alors, je viens de voir passer un truc qui me paraît intéressant de Christian de Manek. Oui. Ça peut faire peur d'ouvrir le portail, ce portail ou cette porte peut-être. Alors, il faut bien comprendre que l'inconscient ne mettra à votre disposition que ce que vous pouvez accepter. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de peur à avoir. Soit l'information, vous n'êtes pas encore prêt à la recevoir et elle restera là où elle est. Soit vous êtes prêt à la recevoir et effectivement, vous allez avoir cette porte qui va s'ouvrir, s'entrouvrir. Peut-être même que d'autres portes vont s'ouvrir. Certaines vont peut-être même se fermer, pourquoi pas, parce qu'il y a peut-être aussi des choses dont j'ai plus besoin. Voilà, donc c'est une comparaison imagée, bien sûr, parce que ça ne se passe pas vraiment comme ça au niveau de notre cerveau, mais effectivement, il y a pas de peur à avoir. Quand on vient avec quelque chose de précis, une difficulté précise, eh bien, on va travailler sur cette difficulté. Et effectivement, si certaines parties de cette difficulté, je suis pas encore prêt à travailler dessus, eh bien, ce sera vu au moment où je serai prêt. Voilà, donc c'est toujours. Puis quelquefois, je suis pas prêt parce que j'ai pas toutes les clés, parce qu'il manque des informations. Il me manque certaines choses que je peux découvrir par la suite. Voilà. Je ne sais pas si ça a répondu à son inquiétude, mais voilà, c'est comme ça que je l'exprimerai. Voilà. Oui, en fait, Christian, c'est intéressant ce que tu dis, parce que, avec des mots différents, c'est un discours, un débat, même des mots et des phrases qui sont assez régulièrement posées. Ça appartient tout à chacun. Il n'y a pas de réponse, en fait, si tu veux, dans ta question. Il est impossible d'y répondre puisque chacun est différent. Ça dépend ce qu'on y met dans le symbole, ça dépend ce que le symbole représente. Et en tout cas, pour toi et pour qui que ce soit d'ailleurs, il peut même en avoir plusieurs qui peuvent être contextualisés, qui peuvent changer. Je sais qu'en hypnose, on parle aussi de lieu ressource. Finalement, un lieu ressource, qu'est-ce que c'est si c'est pas un symbole, quoi, finalement aussi, quoi. Donc ça dépend comment on pose les choses. Ça dépend la définition qu'on a du mot, en sachant que chaque personne qui a une définition du mot a un petit peu la tienne. Donc il y a différents critères. Ce qui est intéressant avec Milton Erickson, que moi j'applique au quotidien depuis que j'ai réussi à intégrer ça dans ma petite tête, c'est que chaque brin d'herbe est d'un vert différent. Et il y a 7 milliards de personnes absolument différentes. Je peux vous dire que depuis que j'ai le cabinet, depuis que je reçois les personnes, alors ça me passionne autant que je trouve ça absolument incroyable. Les différences auxquelles on ne peut pas se rendre compte, mais que les gens ont entre eux. C'est vraiment une individualité. Nous sommes vraiment uniques. Et que
et que c'est vrai que dans notre métier où l'observation agit à différents niveaux, que ce soit la stratégie interne, que ce soit dans l'observation de ce que l'on peut voir ou entendre, s'aperçoit que vraiment il y a des différences qui sont absolues et vraiment énormes, quoi. Et ça, je trouve ça d'une richesse incroyable. Alors, c'est intéressant dans le sens où on se dit que finalement, le double, j'aurais envie de dire, n'existe pas. Alors là, on part peut-être sur quelque chose de philosophique, mais en tout cas, le double, en mon sens, n'existe pas. Et que je pense qu'il est plus intéressant d'aller dans l'axe de se dire que de toute façon, tout le monde est différent à soi-même. Et que à ce moment-là, quoi en faire de l'autre, ou est-ce qu'il y a besoin d'échanger, est-ce qu'il n'y a pas besoin d'échanger, de communiquer, pas de communiquer, est-ce que c'est intéressant ou pas pour toi de le faire, mais en tout cas, chaque personne est réellement différente. Voilà. Donc, et vraiment de façon significative, quoi. Voilà. Donc, difficile de répondre, Christian, et en même temps, oui, c'est sûrement vrai, il y a sûrement un petit peu la réponse dans ta question pour toi. Et voilà, quoi. Je ne sais pas si, qu'est-ce que tu voudrais rajouter, toi, Slavko, là-dessus? Alors, moi, effectivement, je te rejoins. C'est-à-dire qu'en réalité, chacun est différent. Effectivement, nous faisons du sur-mesure. C'est-à-dire que on va pas raconter la même histoire à chaque fois qu'on va rencontrer un cas identique. On va pas raconter la même histoire. Ou on va pas utiliser entre guillemets le même protocole au mot près pour quelqu'un qui va pour plusieurs personnes qui viendront avec la même difficulté, enfin en apparence la même difficulté, parce qu'en réalité, chacun est différent. Cette difficulté a une racine qui peut être différente. Le résultat peut être le même, mais la racine est différente. Et donc finalement, ce qui est important, c'est de travailler avec le client, de l'écouter et de se rendre compte ce qui se passe chez lui. Pourquoi il a cette peur? Est-ce que cette peur, elle est due à tel truc ou tel truc? Bon, on peut avoir peur de différentes choses, de différentes manières, et puis finalement, on peut pas utiliser les mêmes histoires ou les mêmes protocoles dans tous les cas. Ce serait trop facile. Il suffirait à ce moment-là de faire des copier-coller, et puis non, c'est plus complexe que ça. Enfin, ça demande quand même un investissement personnel parce qu'il s'agit de bien comprendre ce qui se passe chez la personne. Et donc, ça peut pas être fait avec des systèmes reproductibles à l'identique sur chacun. Voilà, donc c'est important de comprendre ça. Et c'est vrai qu'on est d'une certaine manière des artisans. On travaille sur un cas différent à chaque fois. Ça permet aussi de ne pas s'ennuyer parce qu'en réalité, il y a de quoi faire. Alors, tu as évoqué le lieu ressource. Oui, ce lieu ressource, lui, il est différent pour chaque personne. Chacun a son propre lieu ressource. Chacun, voilà. Donc, ce qu'on y fait dans ce lieu ressource peut se ressembler, hein, d'un cas à l'autre identique, pourquoi pas. Mais ce sera pas le même lieu ressource de toute façon. Voilà. Et c'est important parce que ce sont des façons d'amener l'inconscient de la personne à travailler. Le lieu ressource, c'est un endroit où la personne doit se sentir en sécurité, où elle va se sentir bien. Et quand la personne se sent bien, elle est plus détendue, elle est plus réceptive à ce que nous allons lui dire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions Je suis assez d'accord. Je voudrais terminer. On a un petit peu débordé, mais bon, en même temps, c'est passionnant. Moi, j'aime l'échange d'idées et de perceptions, et encore plus de vous le faire partager. Ce confinement, pour revenir à... Excuse-moi, Laurent, je viens de penser juste à un truc. Oui. Bon, ça va pas prendre longtemps, rassurez-vous. C'était juste pour évoquer juste un fragment de la vie d'Erickson, parce que il y aurait beaucoup de choses à en dire. Voilà. Donc, il faut savoir que Erickson, dès sa naissance, il a eu des petits soucis. Hein. Il était insensible aux rythmes musicaux, dyslexique sévère, daltonien. Et puis, vers l'âge de 17 ans, il a été atteint d'une forme grave de la poliomyélite. Forme poliomyélite dans laquelle il s'est trouvé dans le coma.
Mhm. Et ensuite, quand il est sorti du coma, il était tétraplégique. Il ne pouvait que voir et entendre, c'est tout. Et parler, pardon, aussi. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que c'est quelqu'un qui a eu une force mentale énorme, qui a réussi à guérir de tout ça. C'est quelqu'un, effectivement, qui a fait ensuite des formes, on va dire euh, il a été médecin et psychiatre. Il a fait des cours de médecine et ensuite de psychiatre. Et c'est lui qui a laissé un petit peu les lettres de noblesse de l'hypnose qui porte son nom, puisque en réalité, il a une perception particulière de l'inconscient. Il le considère comme un réservoir lumineux de ressources et de connaissances. Et c'est ce qui va servir de base à l'hypnose ericksonienne. Et c'est pour ça qu'effectivement, il est dans le respect de l'autre. Et c'est ça qui me plaît. Par rapport à l'hypnose classique où on va être directif, et bien là, c'est la façon dont on va s'adresser à la personne qui vient nous voir. Il y a un respect de cette personne. Ce qui est important, c'est que cette personne puisse être autonome ensuite. Il ne s'agit pas qu'elle devienne dépendante du thérapeute. Ce qui est important, c'est qu'ensuite, elle soit capable de fonctionner toute seule. C'est ça le but. Même si on peut garder ensuite un contact, ce qui est une bonne chose, parce que, comme je le disais tout à l'heure, la vie n'est pas statique. Ce qui est vrai aujourd'hui ne peut ne plus être vrai demain. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des situations, nos situations peuvent changer du tout au tout. Et nous pouvons ressentir le besoin d'avoir de nouveau de l'aide. Mais ce qui est important, c'est que déjà dans le fonctionnement par rapport à la difficulté donnée, eh bien la personne a trouvé ses solutions et elle vit bien avec ça. Voilà, donc ça c'était un petit peu le petit truc sur Milton, sans rentrer vraiment dans les détails, mais voilà, pour moi c'était important de le dire parce que c'est quand même quelqu'un de bien. Absolument. Voilà. Ensuite, oui, donc je te laisse évoquer le confinement. Je t'en prie. Oui, alors le confinement, pour reprendre le top de l'émission, toi, quel feedback tu fais de ce confinement, toi, à titre personnel? Donc, dans le feedback, excusez-moi, je traduis, c'est quoi faire finalement. L'émission, par exemple, de ce soir, pour moi, est le feedback, est un des feedbacks du confinement. C'est-à-dire que j'ai utilisé le confinement pour pouvoir faire autre chose, et puis des choses qui m'intéressent. Donc, si vous voulez, le feedback, c'est un petit peu ça, quoi. Voilà, pour vous imager. Hein. Et donc, pour toi, Slavko, quel impact? Alors, le confinement, bon, ce qui nous arrive d'ailleurs, c'est quelque chose d'inédit. Je pense que dans l'histoire humaine, c'est quelque chose d'inédit, du moins dans l'histoire de ce que nous pouvons connaître. Alors, c'est une occasion peut-être aussi de réfléchir sur soi, réfléchir sur éventuellement des projets que nous pourrions avoir, faire aussi toutes les petites choses qu'on a remis au lendemain et puis qui à force de remettre au lendemain, bah, sont toujours pas faites et qu'on peut arriver à faire. Moi, j'ai des bouquins à lire, par exemple, que ça doit faire des mois et des mois que je les ai achetés, qui sont dans un coin et que je n'ai pas eu le temps de lire. Eh bien, effectivement, bah, se discipliner, dire, bah, tiens, je vais lire tel ou tel bouquin pour justement pouvoir avancer. Voilà, donc chacun va vivre ce confinement à sa manière. C'est loin d'être simple. Euh, c'est effectivement quelque chose qui est difficile pour certains. Se retrouver enfermé, même si on a des moments où nous pouvons sortir, mais ça reste des sorties, on va dire, assez restreintes. Quoi. Voilà. Et ensuite, je suis un petit peu sidéré par rapport à ce qui se passe au niveau des soignants, où effectivement, moi j'ai vu passer des choses sur Facebook de terribles, des mots de personnes qui demandent aux soignants de partir, d'aller vivre ailleurs. Voilà, c'est quelque chose que je trouve absolument abominable. Abominable parce que ces soignants prennent soin de nous, prennent des risques. Ils peuvent en mourir. Voilà. Et il y en a qui en meurent, malheureusement. Et je trouve ces comportements terribles. D'ailleurs, c'est dans ces situations où malheureusement on peut voir le bien et le mal se manifester, mais malheureusement pratiquement dans leurs extrêmes. Et je trouve que c'est dommage.
ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui sortent et qui n'ont pas besoin de sortir prennent des risques déjà pour eux-mêmes, pour commencer, font prendre des risques à leur propre famille, et ensuite vont prendre des risques à des personnes qui, elles, par contre, ne sont pas responsables de ce qui peut arriver. Voilà. Et donc ça, je trouve que c'est terrible, et je pense que heureusement que certaines personnes soutiennent nos soignants. Il y a aussi d'autres métiers, hein. Je ne vais pas non plus occulter, il y a d'autres métiers, il y a, même pour aller dans un autre sens, les éboueurs qui font leur boulot, qui viennent enlever nos poubelles et qui ont besoin aussi de notre respect. Je pense qu'il y a des métiers qui ont leur raison d'exister, qui sont nécessaires dans ce genre de situation, et que, ma foi, il faut les respecter, c'est important. Voilà, Laurent, un petit peu ce que je pourrais dire là-dessus. Ok, parfait. Ben, Slavko, merci. Voilà, et je suis content parce que j'ai vu quand même passer pas mal de noms. Alors, je suis désolé, j'ai pas pu suivre tous les noms, mais je suis très content que ces personnes soient là et qu'elles aient passé un moment avec nous. Je les remercie. Parmi ces personnes, il y a des gens que je ne connais pas, mais il y a aussi d'anciens élèves, des gens que j'ai rencontrés pour différentes raisons, des amis. Et je suis très content qu'ils aient pu prendre un moment de leur soirée pour rester avec nous. Voilà. Ben, exactement, entièrement d'accord. Je crois que la notion de partage aujourd'hui, dans ce confinement, prend aussi tout son sens. J'ai vu des actions ces 2 dernières semaines, même 3, qui sont plutôt extrêmement généreuses, que ce soit dans notre corps de métier, dans d'autres corps de métier. J'ai des amis qui se connectent, qui font des masques, d'autres qui donnent un coup de main, d'autres qui font des prestations. Je veux dire, je suis assez d'accord sur cette observation où finalement nous pouvons observer le meilleur du meilleur et peut-être un côté un petit peu sombre du yin et du yang, qui fait que oui, cette vallée du blanc et du noir peut-être se reflète un peu plus aujourd'hui dans la société. J'espère que pour vous, pour nous, pour le monde de façon générale, vous puissiez en faire en tout cas le meilleur. Je pense qu'il est intéressant dans ces émissions, et je fais intervenir des invités spécifiques, mais pas anodins, pour aussi que vous puissiez prendre en compte le fait que c'est possible de changer en termes professionnels, c'est possible de changer en termes professionnels, que le temps finalement a très peu d'incidence, et qu'à un moment donné, ce sont peut-être des petits déclencheurs qui amènent à des choses différentes. Alors oui, c'est vrai, les psychanalystes disent qu'on parle toujours que de soi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de moi dans le discours que je suis en train de poser là. Mais il y a aussi, il y a un peu aussi du Slavko, il y a un peu aussi de Philippe de la semaine dernière, et il y aura aussi de l'invité de la semaine prochaine, dont je vous dirai le nom, et etc. etc. Je pense que c'est très intéressant. On n'a qu'une vie, vivez votre vie, vivez-la au mieux et le plus respectueusement possible avec vous-même, et de profiter de ce confinement pour justement faire de prendre le temps pour vous, de prendre le temps pour vous poser, pour dessiner peut-être une nouvelle ligne, pour, de façon symbolique, tout à l'heure, nous avons... Ah, allô vu le portrait finalement n'existe-t-il pas, et donc de remettre tout ça en place. Je crois qu'on a reperdu Slavko. C'est généralement, et je le remets. Alors attends, est-ce que tu m'entends? Oui, je te remets. Voilà. Donc je faisais mon petit feedback. Ouais. Et donc voilà, vous remerciez à tous d'être présents. Je vous dis à la semaine prochaine. J'espère aussi mardi prochain peut-être de vous amener un concept un petit peu différent, un peu plus philo, un petit peu plus psy, avec des débats. Merci Slavko, merci à vous et au plaisir. Voilà. Prenez soin de vous. Merci. Merci, et bye bye. merci à tous et bonne soirée. Au revoir.